D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili et Aïssa Rishi. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur RTCI. Vous écoutez D'un monde à l'autre, le magazine qui vous fait voyager à l'intérieur et en dehors de la Tunisie. Aujourd'hui, justement, on vous fera voyager à l'intérieur de la Tunisie. On vous fera découvrir quelques spécificités régionales de l'artisanat. Nous irons de Foussena à Sajnen en passant par Kérouan. Nous irons à la rencontre d'artisans, de designers et d'associations. Ce numéro vous est proposé à l'occasion de la Journée nationale de l'artisanat que nous célébrons ce vendredi 16 mars. Ils sont pas moins de 350 000 artisans qui célèbrent cette journée. Une journée qui a pour objectif de réconcilier le citoyen tunisien avec ses traditions et son appartenance civilisationnelle et historique. Et nous aussi, dans D'un monde à l'autre, nous célébrons cette journée avec nos chachis sur la tête. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. D'un monde à l'autre. Ce numéro D'un monde à l'autre est consacré à l'artisanat en Tunisie, un secteur qui témoigne de la diversité culturelle de notre pays. Chaque ville en Tunisie a son propre costume. Du nord au sud, l'artisanat tunisien offre une panoplie d'objets d'art allant de la poterie ou de la céramique à la tapisserie, en passant par la mosaïque, les métaux, les bijoux. Ce secteur de l'artisanat en Tunisie emploie environ 350 000 personnes, ce qui représente plus de 9% de la population active tunisienne. Les femmes sont bien présentes dans les différents secteurs d'activité de l'artisanat. Elles sont surtout actives dans le tissage de tapis. C'est pourquoi ce secteur représente un débouché important pour elles. Sa promotion et son développement contribueront donc à élever leur statut économique et social et à réduire les disparités de genre. Quelles sont leurs difficultés et comment ces femmes peuvent-elles être au premier plan du développement local? C'est à ces questions que ce reportage tente de répondre. Reportage. Au centre-ouest de la Tunisie se trouve la ville de Foussena, une ville qui regorge de richesses naturelles et de savoir-faire ancestral, à même de booster le secteur économique dans cette région et d'atténuer les problèmes de chômage. Mais faute de moyens, de mécanismes, de promotion ou d'investissement, beaucoup de métiers et donc de produits originaux et artistiques ont disparu. Aziza Mansouri est de ces jeunes femmes qui luttent pour la sauvegarde de ce savoir-faire. Je suis Aziza Mansouri, je travaille dans le tissage depuis 2011. J'aime ce métier parce que nous avons senti qu'il y avait comme un ralenti dans tout ce qui concerne la tapisserie. Alors nous avons voulu relancer ce métier et protéger notre patrimoine. Je suis passionnée par ce métier comme toutes les femmes qui le font d'ailleurs à Foussena. Nous avons hérité ce métier de nos mères et nos grands-mères. Avant, les femmes ne faisaient que des trousseaux de mariage pour leurs filles. Elles étaient incapables de produire autre chose parce qu'elles ne pouvaient ni financer ni commercialiser ces produits. Elles ne savaient même pas compter leur argent ni valoriser leurs produits. Aujourd'hui, nous avons pris ce métier en main. Nous essayons de leur apprendre à bien le gérer, à savoir comptabiliser les heures de travail, calculer le coût de chaque produit. Le métier de tissage a donc évolué, mais les difficultés sont toujours les mêmes pour ces jeunes femmes. Les difficultés que nous rencontrons sont principalement la commercialisation et le financement. Parfois, on est obligé d'arrêter le travail pendant 6 mois faute de financement. Les femmes n'ont pas de quoi vivre jusqu'à la vente de ce produit. Elles travaillent pour subsister. Si elles ne sont pas payées au jour le jour, elles n'auront pas de quoi nourrir leurs enfants. Les femmes à Foussena n'ont aucune autre source de revenus. Avoir des doigts de fée qui transforment les matières premières en œuvres d'art ne suffit donc plus. Il faut savoir commercialiser et il faut aussi avoir des compétences nouvelles pour affronter le marché international, surtout que la concurrence ne manque pas. Le soutien que nous proposent les associations est matériel et psychologique. Nous travaillons, c'est vrai, dans des conditions difficiles. Il n'y a que la société civile qui nous aide. Une femme nous a aidés, Sadira Keskes. Elle est venue nous voir, elle nous a donné des conseils, nous l'avons suivie et c'est grâce à Dieu et à elle que les choses vont mieux aujourd'hui. Sadira Keskes, designer, artiste verrière, elle lutte depuis plusieurs années pour la sauvegarde du patrimoine. Sadira Keskes est la présidente de l'association Femmes Montrez vos muscles qui soutient les femmes de Foussena. Elle nous présente cette association. Cette association, elle est née à la suite au fait, bien sûr, de la révolution. Au début, c'était un mouvement et un mouvement qui voulait
voulait inciter les femmes et les jeunes à aller voter parce qu'ils sont inscrits très peu, les inscriptions. Donc c'était un vrai danger. Les gens ne sont pas engagés, on est un peu perdus. Donc on a voulu pousser les gens à sortir, à parler entre eux, à communiquer, etc. Mais très vite, on a vu qu'il y a une telle détresse dans les régions parce qu'on est allé faire le tour de la Tunisie, on n'a pas arrêté de le faire depuis. On a commencé à chercher quel est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour que au moins une famille ait un gain, au moins un gain. Donc on a vu la majorité, on sait que le textile, le tissage des tapis, des kélims, etc. et vraiment le nombre d'artisans est énorme dans notre pays et surtout dans les régions défavorisées. On a dit c'est ce secteur-là qu'on va essayer de batailler avec ça pour que les gens arrivent à vivre dans la dignité, arrivent à avoir économiquement une vie normale. Alors ce qu'on fait, au fait, nous on est contre la donation directe. L'association, son rôle, c'est d'accompagner un groupe de femmes, qu'on appelle d'ailleurs groupe solidaire, c'est entre 5 et 10 personnes, les accompagner, leur faire comprendre comment on peut faire une reprise de ces tissages, comment avec ces tissages on peut gagner, on leur occupe un peu le côté du comment créer une entreprise, comment sauvegarder leurs droits, parce que on sait qu'une des choses qui a tué ce secteur, c'est que les femmes étaient vraiment exploitées. Et cette exploitation, elle est due à un commerce mafieux. C'est-à-dire, nous, on leur dit, voilà, il faut qu'il y ait transparence de A à Z, depuis la production jusqu'à la vente, jusqu'à ce que le produit arrive au client. Donc, une traçabilité claire pour que chacun gagne. On n'est pas contre ce que le commerçant gagne, mais il faut qu'il gagne surtout dans ces domaines manuels. Il faut qu'il gagne dans un équilibre équitable. Sadira Keskes est de ces femmes qui luttent depuis des années pour que le savoir-faire tunisien ne disparaisse pas. Au fait, la meilleure sauvegarde de ce savoir-faire, de ce patrimoine vivant en réalité, c'est la continuité du travail. Parce que c'est préserver un patrimoine immatériel, ça veut dire préserver les gestes, comment travailler, tout ce qui est, c'est comme des rituels. Et donc, comment on peut préserver ça, si ce n'est avec la continuité du travail? Sadira Keskes est une artiste et en fait de la sauvegarde du patrimoine son cheval de bataille. Dans les années 80, elle s'est dévouée à la renaissance du verre soufflé en Tunisie, activité qui avait été abandonnée depuis le XIVe siècle. En 1984, elle construit son premier four. Ses productions rencontrent un vif succès par la diversité des formes et des couleurs. Imprégnée du riche patrimoine de ses ancêtres, Sadira a entrepris aussi des recherches qui lui ont permis de réintroduire dans son atelier les techniques de fabrication du verre punique. Entourée des souffleurs qu'elle a formés, Sadira a ouvert les portes de son atelier situé sur les côtes de Carthage aux connaisseurs, aux passionnés des arts du feu et à un public de tout horizon venu y admirer objets décoratifs en verre soufflé, montés sur argent, martelés ou filigranés, luminaires, lampes de jardin, art de table et beaucoup d'autres objets. Ces produits sont exposés dans une salle de vente construite dans la pure tradition architecturale tunisienne, agrandie et rénovée. La création d'un centre de réhabilitation des métiers d'art en 2001 a permis à Sadira de développer autour d'elle un réseau d'artisans de différentes régions de Tunisie. Ferronniers, céramistes, bijoutiers, tous ont mis leur savoir-faire au service d'un design plus contemporain sous le regard critique et innovateur de Sadira. Elle nous explique son rôle de designer justement avec les artisanes de Foussana. On a réussi à mettre en scène, au fait, des produits de l'artisanat tunisien. Bon, ces produits, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? En réalité, c'est des produits qui sont travaillés en collaboration avec des artisans et des designers. Donc, le côté créativité, adaptation à une demande actuelle est très, très importante. Et je pense que c'est un des problèmes essentiels du secteur de l'artisanat dans notre pays. Donc, la femme artisane qui a toujours fait des choses magnifiques, notre patrimoine est extraordinaire, mais comme tout autre produit de création a été énormément touché ces 15 dernières années. Donc, le rôle du designer est d'accompagnateur, je dirais, pas seulement designer, c'est-à-dire les femmes ont besoin d'être accompagnées sur place, dans leur lieu, chez eux, pour que le produit devienne un produit actuel et donc forcément vendable.
Une autre association qui s'intéresse à la relance du patrimoine en Tunisie, c'est l'association Herfa pour la sauvegarde du travail de l'Alpha. Son fondateur, Mohamed Massaoudi, nous parle des actions de son association au profit des femmes artisans. L'association Herfa, c'est l'association tunisienne de promotion et de sauvegarde des métiers du patrimoine artisanal. Et justement, ici, on a travaillé au niveau de l'association, on a travaillé sur les nattes de Kasserine, essentiellement, qui sont faites par les femmes, sur des poteries de Sejnen qu'on a renouvelées et revisité, et également au niveau de la broderie. En tout cas, la visibilité de la femme ici, la femme c'est le moteur essentiel de l'artisanat tunisien, du moins en grande partie, surtout quand on parle de tissage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de visibilité, mais ce qu'on essaie de faire nous au niveau de l'association, c'est justement d'essayer de développer leur travail, de créer du travail, de l'emploi surtout, parce que ce que vous voyez là à côté, les nattes de Kasserine, c'est un travail ancestral qui est en voie de disparition. C'est notre cheval de bataille actuellement pour essayer de faire émerger ce travail et qui est essentiellement fait et les techniques essentiellement détenues par des femmes justement. Donc vous soutenez les femmes dans les régions surtout, mais vous les soutenez en créant des emplois, mais sans toucher au savoir-faire et vous savez, non, pas traditionnelles. du tout. Justement, c'est complètement changé. Ça n'a plus rien à voir avec le truc traditionnel, avec le motif traditionnel, avec la typologie ancestrale qu'ils ont de tout temps. Justement, ça a complètement changé. Ça n'a plus absolument rien à voir au niveau du design. C'est ça l'apport qu'on fait. Si vous voulez, nous, on ne soutient pas réellement. C'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire, je ne sais pas si vous appelez ça soutenir, on essaie de leur créer du travail pour qu'elles gagnent leur pain, parce que la seule possibilité de sauvegarde de ces choses-là, c'est qu'elles arrivent à gagner convenablement leur vie avec ce qu'elles font, parce que sinon elles vont faire autre chose. Alors justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une commercialité de ces produits-là, de rendre ça beaucoup plus acceptable dans les intérieurs des gens actuellement, et surtout que tout le retour va vers elles. Pratiquement, quasiment 90% du produit vendu, ça revient vers elles. Aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour dire que le secteur de l'artisanat est en difficulté. Il y en a qui disent que c'est un secteur sinistré. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Et finalement, est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste pour l'avenir de ce secteur? Moi, en général, je suis optimiste, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais si on dit que le secteur de l'artisanat est en difficulté, il est en très grave difficulté, mais pas depuis aujourd'hui. Je pourrais dire depuis les années 80. Il a eu un petit soupçon de revitalité, quelque chose comme ça, mais en fait, ça n'a pas duré longtemps. Et là, visiblement, depuis la Révolution, c'est pire encore. C'est carrément la mort totale. Et franchement, l'artisan est très, très, très maltraité. Et je commence par moi-même, je vois mon état actuel au niveau de notre société, qui est une société artisanale. On peine vraiment à sortir la tête de l'eau. Alors que l'artisan, c'est le créateur par excellence, c'est l'image du pays, c'est l'énergie d'un pays, c'est l'emblème du pays. L'artisanat, c'est ce qu'on a gardé de nos ancêtres et de tous ceux qui sont passés avant nous. Mais franchement, je reste quand même optimiste pour dire ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent de faire des choses, qui essayent de développer. Comment voyez-vous la solution au secteur, des solutions, disons, un peu plus durables? Qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'il y a à faire pour sortir l'artisanat du marasme dans lequel il se trouve, c'est une vision complètement nouvelle. Il faut revisiter complètement la politique artisanale dans le pays. Sinon, on va vraiment vers la catastrophe. Je ne vois pas autre chose. Si je dois citer quelques exemples qui sont en voie de disparition, pour ainsi dire, vous n'avez qu'à aller visiter sur l'Ataline. Vous allez voir, c'est du Louis Vuitton made in China et compagnie, sur Shawashia. Il se compte sur les doigts d'une main, les boutiques qui existent encore sur Shawashia. Quand vous allez au Balrajeya aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? En parlant des nattes de Kasserine, les femmes qui travaillent, la moyenne d'âge c'est 40-45 ans. Quasiment pas de jeunes. Les gens peinent. Encore une fois, c'est toujours les femmes qui sont exploitées généralement par le mari, et c'est elles qui ramènent 90% de quoi vivre à la maison. C'est pareil aussi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à faire, il faut aider les artisans, il faut aider les sociétés artisanales qui vraiment peinent à sortir leur tête de l'eau. Et il y a des dizaines et des dizaines d'ateliers qui ont fermé, et des gens
sont des artisans habiles et qui savent faire des choses, qui ont complètement changé de métier. Je ne dis pas que c'était mieux avant, c'était catastrophique. Et le résultat d'aujourd'hui, il est en très grande partie causé par la politique qui était faite à l'époque de Mali. L'association Herfa est un exemple de modalité de partenariat en Tunisie entre la société civile et l'artisanat, des partenariats importants mais timides. Plusieurs artisans déclarent que les problèmes d'écoulement de la marchandise en dehors des salons et foires se posent d'une manière cruciale. Il est très difficile de vendre des produits sans recourir aux associations. Les artisans sont malgré tout optimistes. Aziza Mansouri regarde l'avenir du secteur avec les yeux de l'espoir. J'espère que l'avenir du tapis en Tunisie sera beau. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur et j'espère que nous le tiendrons en main. Nous nous mobiliserons pour que personne d'autre ne vienne le détruire comme on nous l'a fait avant. Nous prouverons que les femmes de Foussena peuvent participer au développement du pays. Quant à son propre avenir, elle le regarde avec des yeux beaucoup moins enthousiastes. Je n'ai aucune vision parce que franchement, il n'y a aucune motivation. Il y a plus de fatigue que de satisfaction. Les femmes de Foussena sont persévérantes, sont battantes. Nous avons beaucoup de rêves et beaucoup de projets, mais il faut de l'argent pour concrétiser les idées. Nous avons des diplômes dans différents domaines. Moi, je suis technicien supérieur en informatique de gestion, mais nous ne voulons pas travailler avec ces diplômes. C'est le tapis qui nous intéresse. Malgré tous les défis, les femmes artisanes ont toute leur place dans le développement du pays et sont un levier économique indispensable. Et malgré un sentiment d'inquiétude grandissant, elles restent confiantes quant à l'évolution de leur métier. D'un monde à l'autre. On poursuit avec une chanson du patrimoine, Sifat Erzeli. Elle est signée Zohra Lajneuf, la chanteuse est née au milieu des montagnes du sud tunisien. Elle a grandi sous l'autorité d'un maître de chant. Sa propre mère, dont la voix exprime à elle seule le riche et foisonnant patrimoine des chants de la région de Gafsa.
Et voilà une musique qui émerge de la terre et du cœur des femmes bédouines. Elle est signée Zohra Lajnef, une chanteuse qui a fait de la musique traditionnelle tunisienne son créneau, une musique à laquelle elle a ajouté de nouveaux instruments comme le saxophone, le piano ou la batterie. Notre invitée aujourd'hui est Faten Abdelkafi. Elle est derrière un mouvement citoyen appelé Bitounsi, un mouvement dont l'objectif est de venir en aide aux artisans. L'invité. Derrière l'initiative Bitounsi, une femme, Faten Abdelkafi, elle est notre invitée aujourd'hui dans D'un monde à l'autre. Bonjour. Bonjour Maïda, merci. Alors cette initiative, quand est-ce qu'elle est née, comment elle est née et pourquoi elle est née? Oui, cette initiative est née il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi. Elle est née exactement en mai 2016, lorsque je suis allée au salon de l'artisanat qui se tient tous les ans au CRAM et que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une grande affluence et que j'avais en même temps écouté sur une émission radio, je ne sais plus maintenant sur quelle chaîne, qu'il y avait des potières de Sajnen qui n'avaient pas les moyens de venir exposer et qu'il y avait une association qui les avait prises en charge et tout pour les ramener ici, pour les loger, pour le transport et tout. Donc je me suis dit, allez, on va donner un coup de main aux artisans et aux exposants du CRAM. L'initiative s'était appelée cet été Je m'habille tunisien parce que nous avons pensé que ça allait être éphémère, juste le temps du salon et puis un peu de l'été. Donc nous avions voulu encourager les Tunisiens et les Tunisiennes en particulier à se réapproprier le patrimoine vestimentaire tunisien, ne serait-ce que pour l'été, et voilà, mettre une petite touche tunisienne dans leur tenue de tous les jours. Mais nous avons été surprises voilà, par l'engouement des Tunisiens pour leur artisanat en particulier et un peu plus tard par le Made in Tunisia en général. Donc l'engouement nous a étonnés, l'adhésion des Tunisiens au groupe qui est secret d'ailleurs et qu'il est toujours parce que nous ne pouvons pas changer malheureusement. Nous sommes maintenant une groupe sur les réseaux sociaux. Oui, le groupe sur Facebook, Bitounsi, parce que l'idée est partie sur Facebook avec une photo de moi que j'avais postée portant un Marioul Fadila et un jean. Et voilà, la sauce a pris et tout le monde a suivi ce mouvement. Voilà, maintenant c'est un peu plus structuré. Donc nous sommes maintenant une communauté de plus de 61 000 membres avec un groupe secret, ce qui n'est pas mal du tout, même en 1 an et demi. Et puis voilà, maintenant, la vie du groupe sur Facebook, je vous parle déjà de la vie du groupe virtuel, de l'activité virtuelle. Après, on passera aux activités que vous faites sur le terrain. Sur le groupe, maintenant, c'est organisé en journée de thèmes et en journée libre. Et voilà, nous essayons de toucher un peu à tout sur le groupe, même sur l'histoire, nous touchons à l'histoire des Tunisiens, à leurs souvenirs, à leurs photos en noir et blanc, à leur patrimoine. Nous avons même organisé une journée pour le patrimoine culinaire. Voilà, mais généralement, nous essayons de promouvoir les artisans, de les faire connaître. C'est une rampe de lancement qui a lancé d'ailleurs pas mal d'artisans qui étaient vraiment méconnus ou dans l'ombre ou pas encore très portés sur les réseaux sociaux. Et nous leur avons permis de montrer ce qu'ils faisaient et de montrer leurs produits. Et voilà, du fait d'être visibles, maintenant, ils sont connus. Donc, très bien. Donc, outre cette volonté de faire découvrir la richesse patrimoniale, la richesse et le patrimoine en Tunisie, tout cet héritage qu'on voit dans tous les secteurs, il y a une dimension économique, donc, puisque vous essayez d'aider ces artisanes, ces artisans en général, où qu'ils soient en Tunisie. Bien sûr. D'abord, le volet économique prend 2 directions. La première, c'est d'aider déjà les artisans et surtout les femmes. Quand j'avais intervenu au Crédif, j'ai été l'invitée à l'occasion d'un anniversaire. J'avais dit que c'était d'abord porté vers les femmes. Nous sommes 8 femmes, il n'y a pas d'hommes dans le collectif, 8 abeilles, connues sous le nom d'abeilles. Nous avons voulu d'abord aider les femmes qui n'avaient pas assez de moyens, qui ne maîtrisaient pas l'outil informatique et nous voulions qu'elles aient leur propre indépendance matérielle et tout et qu'elles arrivent à vendre par elles-mêmes leurs produits. Généralement, l'artisanat en Tunisie est géré en famille, c'est-à-dire il y a le papa ou ses filles, ses enfants ou le mari, sa femme et ses enfants. Donc l'un de nos souhaits, c'est que les femmes aient leur propre société, leur propre label, leur propre marque et qu'elles se défendent bien sur le marché par elles-mêmes. Et puis l'autre volet économique, c'est aussi venir en aide un tant soit peu à l'économie tunisienne qui est un peu quand même, disons-le, secouée ces derniers temps avec la dévaluation du dinar et tout. Pourquoi ne pas consommer tunisien, voilà, et essayer de s'éloigner petit à petit de tout ce qui est importé. Si on a la même chose ici fabriquée en Tunisie, pourquoi ne pas la favoriser, c'est-à-dire par rapport à tout
ce qui est importé. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi fait, il y a quelques mois, la campagne Hez Dinar Ktah. Donc, c'était un appel pour la communauté Bitounsi, les membres du groupe, à consommer tunisien, à remplacer tout ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter, d'importer petit à petit, c'est-à-dire c'est un travail sur la mentalité. Mais nous avons quand même eu un petit souci, c'est que pendant cette période-là où nous avons lancé la campagne, les Tunisiens se plaignaient beaucoup de la qualité aussi. C'était récurrent chez eux. Ils revenaient tout le temps pour nous dire d'accord, nous voulons sauver l'économie, nous voulons acheter tunisien, nous voulons adhérer à cette campagne, mais en même temps, le produit tunisien n'est pas toujours au rendez-vous côté qualité. Et donc, par rapport à cette campagne, à toute cette mobilisation pour la consommation des produits tunisiens, aujourd'hui, après quelques mois, quel bilan vous en faites? Nous n'avons vraiment pas les outils techniques pour dresser un bilan scientifique, c'est-à-dire avec les... Et par rapport aux échos oui, que vous mais avez par rapport aux reçus? échos, la campagne a été vraiment suivie et les gens, même si, comme je disais, se plaignaient un peu de la qualité qui n'était pas toujours au rendez-vous, ils achètent jusqu'à présent tunisien. Et puis là, maintenant, avec la nouvelle loi, là, on va plus avoir le choix. Là, maintenant, c'est la loi de finances, donc vaut mieux consommer tunisien. Donc, et en même temps, inciter les producteurs et les industriels tunisiens et tous ceux qui travaillent sur ce secteur à améliorer quand même un peu la qualité pour que le Tunisien ne soit pas déçu quand il achète un produit local. Voilà. Très bien. Donc, tout a commencé sur les réseaux sociaux. Faitana Abdelkaifi, aujourd'hui, le groupe compte 62 000 et donc il est bien structuré. 8 femmes qui s'occupent de la gestion de ce groupe. Vous avez un logo déposé, oui, je crois. Nous avons un logo déposé, nous avons une association aussi, nous avons une chaîne YouTube, nous avons un compte Twitter, Instagram, Facebook, voilà. Nous sommes très présentes sur le web, c'est-à-dire nous l'investissons en long et en large. Et puis voilà, nous avons une petite antenne sur la télé nationale, comme Madame Raja Ayedi, qui est membre du collectif, anime aussi une émission sur l'artisanat sur la télé nationale tous les samedis. Donc il y a toujours un petit résumé de nos news à la télé nationale, voilà. Et puis les 8 abeilles qui sont actives du matin au soir, soit pour animer le groupe, puis qui n'est pas une chose facile, hein. Parfois les membres nous donnent du fil à retordre, franchement. Et puis aussi pour organiser toutes nos activités sur le terrain qui sont devenues quand même nombreuses. Venons-en justement aux activités sur le terrain. Depuis le lancement de l'initiative Bitounsi, vous avez organisé des foires, des expositions. Voilà. Parlez-nous justement des principales activités. Oui, nous avons organisé pas mal d'expositions. Les plus importantes étaient celles de Danden, les 2 sessions, celle de cet été et celle de l'été dernier. Comme nous avons été sollicités par l'Office national de l'artisanat pour faire revivre un peu le village artisanal du Danden. Donc, on a organisé pendant 2 étés successifs 2 sessions qui visaient surtout les Tunisiens vivant à l'étranger, qui n'ont pas l'occasion de vivre avec tous les Tunisiens à la foire du Kram. C'est le plus grand salon, donc ils le ratent du fait qu'ils ne rentrent qu'en été en Tunisie. Donc voilà, c'était destiné à eux et à tous les Tunisiens. Et c'était vraiment une réussite parce que nous avons quand même un petit don de communication, communiquant bien sur nos événements. Donc nos événements sont relayés, les gens suivent et puis la communauté aussi du groupe Facebook, elle répond toujours présente à nos appels. Voilà, nous avons organisé avec l'école britannique de Tunis une expo qui a été très réussie. Nous avons fait Cinéma d'art aussi pendant un mois de Ramadan, voilà, qui était très réussi. L'année dernière, il y avait un partenariat avec les journées théâtrales de Carthage qui était réussi aussi. Merci beaucoup Faitana Abdelkaifi du collectif Bitounsi. Nous vous souhaitons bonne continuation et longue vie. Merci à vous de m'avoir invité. Pour promouvoir l'artisanat, plusieurs manifestations ont lieu, des festivals, des expositions, des villages artisanaux. L'événement le plus important reste certes le Salon national de l'artisanat. Savoir-faire et design se conjuguent dans ce salon qui a gagné en notoriété et en audience et qui se tient une fois par an au parc des expositions du Kram. À chaque édition, quelques 100 000 visiteurs, dont un grand nombre de professionnels nationaux et étrangers, viennent y passer commande. Visiter le salon, c'est donc aller à la rencontre en un seul lieu et 10 jours durant
restaurants d'un choix considérable et du meilleur de l'artisanat tunisien. Pendant 10 jours, le salon accueille plusieurs expositions sectorielles autour de l'univers des cadeaux et de la décoration intérieure et extérieure, tissage, textile d'intérieur, linge de maison, poterie, habits traditionnels et autres. Le Salon national de l'artisanat est la plus grande manifestation spécialisée en Tunisie dédiée à l'artisanat utilitaire et à la création. On y était à la rencontre des potières de Sajnen, une région en Tunisie où les femmes perpétuent le travail ancestral de la terre avec des techniques primitives de modelage, de cuisson et de décoration. Reportage. À la Foire nationale de l'artisanat de Tunis, des potières sont venues de Sajnen, située dans le nord de la Tunisie, pour exposer leurs collections diversifiées. Des œuvres de tradition millénaire fabriquées exclusivement par des femmes. Ce savoir-faire exploite la diversité des matières premières et la richesse de l'environnement naturel de la ville de Sajnen, dont le sol regorge de calcaire, de grès et d'argile de couleur rouge et blanche. Avec sa tenue de fête, Algia accueille les visiteurs et les conseille. C'est combien ça? 15 dinars. Ils ont les mêmes dimensions, ces deux pots? Vous avez vu ça? Tout ce qui brille n'est pas bon pour la santé. C'est du vernis, ne l'achetez pas. Regardez, ça c'est un colorant naturel, c'est bio. Mais ça, regardez, c'est de l'encre de Chine. Il faut l'éviter dans les ustensiles de cuisine, sauf si c'est à l'extérieur. Algia expose, avec une cinquantaine d'autres femmes, des objets, véritables illustrations de leur quotidien. Des ustensiles de cuisine, mais aussi des poupées statuettes, des bibelots et des objets usuels modernisés. C'est quoi ces formes? Cela représente quoi? Ce sont des statues appréciées par les touristes. Les Tunisiens n'aiment pas ça. Qu'est-ce qui est typique de la ville de Sajnen? Tout sauf les statues. On les fait spécialement pour les touristes. Dans le village de Sajnen, la poterie artisanale se perpétue de mère en fille depuis plusieurs générations. C'est là où les femmes, depuis l'Antiquité, réalisent des poteries naïves et originales. C'est là que Algia vit avec ses enfants et ses petits-enfants, et c'est là qu'elle nous a reçus quelques jours après la foire pour nous parler de sa passion et nous en faire la démonstration. Dès les premières heures de la journée, elle commence à concasser et à broyer l'argile avec une grosse pierre. La matière passe ensuite au tamis sous le regard admiratif de ses petites filles. Puis, elle pétrit la pâte avec les pieds. Une fois la pâte prête, Algia sculpte et moule une marmite à la main. Je fais ça depuis l'âge de 12 ans. Quand j'étais petite, j'adorais voir ma mère en train de travailler l'argile. Je lui prenais un morceau de la pâte et je m'enfuyais loin dans la forêt pour le modeler sans qu'elle ne me voie. Et Dieu merci, aujourd'hui, grâce à l'argile, je fais vivre toute ma famille. L'argile représente tout pour moi aujourd'hui. C'est ma vie, je ne peux pas m'en passer. J'ai été malade dernièrement. Le médecin m'a prescrit un repos d'1 mois. Le fait de ne pas toucher l'argile a aggravé mon état de santé. Alors, je suis sortie du lit et j'ai repris le travail de l'argile. Je me suis sentie beaucoup mieux. C'est comme du sport, je ne peux pas m'en passer. Même si Algia Ayari aime, comme toutes les potières de Sajnen, innover avec ses créations, toutes les techniques de préparation, de modelage et même de cuisson et de décoration restent ancestrales et très primitives. La cuisson utilise la seule chaleur du soleil et elle dessine ses motifs avec des colorants naturels. Il y a des gens qui utilisent encore le vernis et l'encre de Chine parce que c'est plus facile. Mais moi, j'utilise les extraits de plantes. Ça me prend beaucoup plus de temps. Il faut les cuire, les sécher, les rendre en poudre. C'est fastidieux pour les femmes, mais c'est plus sain. Moi, je n'utilise que les plantes. D'autant plus que je n'ai pas à les chercher loin dans la montagne. Elles poussent chez moi. La richesse et la variété de ces matières premières confèrent à la poterie de Sajnen une qualité et un style décoratif qui la distingue des poteries de celles d'autres régions de la Tunisie et de la Méditerranée. Les motifs sont tracés en rouge et en noir et les formes sont naïves, frôlant parfois l'art moderne.
On l'utilisait pour nos propres besoins, à la cuisine notamment. On n'utilisait que ça pour la cuisson et la conservation. Ensuite, il y a eu une tendance dans le monde à un mode de vie plus sain. On a donc décidé de faire connaître nos produits. Des encadreurs sont venus nous coacher, des associations. Et on est descendu de la montagne jusqu'à la route avec nos produits dans des brouettes. Et on les étalait pour expliquer aux passants les bienfaits des ustensiles en argile. Si cette terre est réputée argileuse et fertile, et si la passion d'Algia est devenue son gagne-pain, la vie dans la région est dure. Le taux de pauvreté et de chômage à Sajnen est l'un des plus élevés en Tunisie. Et pourtant, Algia persévère pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas. J'ai formé une dizaine de jeunes filles. Aujourd'hui, elles ont des diplômes grâce à moi. Je les ai formées chez moi, je n'ai même pas un local. Et même si nous avons beaucoup de difficultés, je continuerai à persévérer. Je ne baisserai pas les bras. Je le fais parce que j'aime ma terre, j'aime la Tunisie, j'aime Sajnen. Je veux que Sajnen se distingue. J'aime beaucoup Sajnen, c'est ma terre natale. Le souhait d'Algia reste la création d'un village artisanal pour perpétuer la tradition et la mémoire de toute une région et pour que les touristes reviennent. Elle y croit. Et tout de suite une deuxième pause musicale après la magnifique voix de Algia. Voici une chanson signée Mounir Troudi et Eric Truffaz. Mounir Troudi est spécialiste des chants bédouins et liturgiques. Sa musique est très métissée, chants bédouins, blues, funk et jazz. Aux côtés du trompettiste du jazz français, il interprète Salwa.
Le chant arabe revisité par la trompette de Truffaz. Et on termine notre voyage dans la ville de Kérouan, une ville riche en histoire, une ville qui est célèbre aussi pour ses tapis et pour son patrimoine culinaire. Aïssa Khlichi y était pour D'un monde à l'autre et nous propose cette visite guidée. El Qayraouen, ou encore Kérouan, est pour le moins que l'on puisse dire une ville riche d'histoire. Cette ville du centre tunisien a durant des siècles rayonné à travers le monde en tant que 4e ville sainte de l'islam, la première du Maghreb. Caractérisée par sa vieille médina et ses quartiers organisés par domaine d'activité, Kérouan abrite quelques-unes des plus belles mosquées de Tunisie, ce qui a d'ailleurs valu à la ville de se voir inscrite depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas tout, Kérouan est également connu pour ses ancestrales fabrications artisanales à base de laine comme le haïk ou encore le traditionnel tapis à Aloucha. Il est l'un des plus jeunes tisseurs de la médina de Kérouan. Mohamed a 25 ans, il a commencé le tissage traditionnel lorsqu'il en avait 20. Sa spécialité, النول. À l'origine, il mesurait 6 mètres sur 2. Les femmes se couvraient avec. En hiver, elles le portaient en noir et en été en blanc. On pourrait se demander pourquoi porter de la laine en plein été. En fait, c'est parce que la laine régule la température du corps. C'est bien aéré, car entre les fils, il y a de l'espace. Ça laisse le corps respirer. Au début, tu sens que tu as chaud et ensuite, tu te sens bien. Mohamed a fermement espoir que son activité artisanale perdurera encore à l'avenir. Il ne cache pas son amertume lorsqu'il voit les nouvelles générations délaisser petit à petit l'artisanat propre à sa ville natale. Pour Mohamed, les jeunes n'en sont pas les seuls responsables, les autorités ont également leur part de responsabilité. Des fois, je me demande pourquoi les jeunes ne s'y mettent pas, ceux qui ne peuvent pas étudier par exemple. Pourquoi il n'y a pas de formation professionnelle sur ce type d'artisanat? Pourtant, c'est très demandé. Au moins, les jeunes pourraient travailler. Mais le problème, c'est aussi les autorités. Par exemple, on manque de fils. On doit se débrouiller pour en avoir. En plus, ça coûte de plus en plus cher. Ça devient compliqué. Les autorités doivent encourager le secteur. Elles disent qu'elles le font, mais elles ne font rien au final. En plus, ce tissage aussi traditionnel soit-il, est aujourd'hui réalisé par des machines plus modernes. C'est le même système, sauf qu'ici, c'est l'artisan qui le fait. Tu viens, tu te muscles un peu, et ensuite tu rentres. Infirmier de formation, Mohamed n'a pas trouvé de travail dans sa spécialité. Il a choisi le tissage artisanal du noul. Un art qu'il a appris lorsqu'il était enfant en se rendant à l'atelier de son oncle chaque week-end après l'école. C'est avec une certaine fierté que Mohamed nous explique comment cette vieille tisseuse traditionnelle en bois fonctionne. Si Kérouan est célèbre pour ses créations artisanales, elle l'est également pour ses traditions culinaires et plus précisément les délicieuses sucreries que sont les makroud. Sleh est l'un des plus anciens fabricants de makroud de la ville de Kérouan. Nous lui avons rendu visite dans son magasin, un endroit incontournable pour les amateurs de gourmandise. Nous le trouvons en train de négocier le prix d'un grand sac d'amandes qu'un vieil homme lui a apporté sur sa mobilette. Ces amandes serviront à produire l'un des types de makroud les plus convoités.
Ce makroud, nous l'avons hérité. Avant, dans les années 50, nous le vendions pièce par pièce. C'est pas comme aujourd'hui où nous le vendons au kilo. À l'époque où j'étais enfant, mon père me donnait une boîte et me demandait de compter 100 pièces ou 50 pièces. Le makroud est composé de semoule et de farine, d'huile d'olive et de sang. Avant, on caramélisait le sucre pour le mélanger au miel pur. Mais on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus beaucoup de miel et il est parfois mélangé. Du coup, on utilise du sucre. Mais avant, dans les années 50 et 60, on utilisait les deux. La vie était plus facile et on pouvait facilement trouver du miel pas trop cher. Aujourd'hui, on épice les dattes avec de la cannelle, des boutons de rose et des clous de girofle. Et on le fait bien. On produit au total 6 ou 7 types de makroud différents. On le fait au sésame, aux amandes, à l'huile d'olive, au sang. Et il y a le makroud blanc préparé au four. Et puis celui avec la chamilla, au pain d'Alep et avec les dattes. Le makroud est une spécificité de notre ville. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à Kairouan et qu'il rentre les mains vides, sa famille et ses amis lui reprochent de ne pas avoir ramené un paquet de makroud ou de pain complet. Cette activité, la famille de Sler la pratique de père en fils depuis 1925. Aujourd'hui, Sler a 66 ans. Il a appris toutes les étapes de fabrication du makroud à partir de l'âge de 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, j'étudiais, j'aidais mon père et j'apprenais. Ensuite, j'ai laissé tomber les études et j'ai commencé à exercer l'activité de mon père. J'ai adoré faire ça, et c'est fait de manière traditionnelle. On n'utilise pas de machine, pas de batteuse. On fait tout à la main. C'est pour cela qu'on peut considérer cela comme de l'artisanat. Comme les fabrications de bronze ou encore les jebas qui sont faites à la main. Tout ce qui est traditionnel. Pour terminer notre entretien, Sler nous livre fièrement et généreusement, sans contrepartie, le secret de la préparation du makroud. Car si Sler prépare traditionnellement le makroud à la main, l'outil artisanal est encore utilisé dans bon nombre d'activités économiques de la médina de Kairouan. C'est le cas ici de cette boulangerie très fréquentée par les habitants de Kairouan qui utilisent encore de nos jours des fours traditionnels pour la cuisson du pain. Un pain qui fait également la fierté des Kairouanais au vu de sa spécificité. Il exerce le métier de boulanger depuis près de 25 ans. Semi Rafraf semble avoir toujours travaillé avec le même aplomb. Il revient sur la spécificité de ses fours traditionnels. Il y a une différence entre le four moderne et le four traditionnel. Avec celui-ci, c'est toujours mieux et plus savoureux. Avec le four moderne, nous devons rajouter de l'eau. Mais là, on n'a pas besoin. Le four traditionnel donne un goût unique au pain. Ce four a une capacité de près de 200 pains. On a un autre four en haut pour cuire le gros pain, le strié, le pain de blé et les baguettes. Celui-ci, on l'appelle Shawayet el-Kaftajiyya. Et l'autre four, c'est pour le sans sel, le pain à l'olive, le pain au sang. Pourquoi tu crois que les gens viennent prendre du pain de Kairouan? C'est parce que c'est pas le même pain. Eux, ils le font avec de l'eau et de la farine. C'est pas comme nous. Ici, il y a tout un autre processus pour faire la pâte du pain. Ça donne un meilleur goût.
فهمتي تكركب خبزه وتبسطها بالماكينه فهمتي وتعديها فهمتي تحطها في البيت تعطي النكهه اخي صنعت ليدي. Avec autant de spécificités culinaires, autant de créations artisanales perpétuées depuis des siècles, tant d'histoire et d'authenticité, la vieille médina de Kérouan, comme plusieurs autres médinas tunisiennes, a énormément à offrir à ses visiteurs, mais surtout au monde. Pourtant, aujourd'hui, l'artisanat est menacé de disparaître peu à peu si rien n'est fait, et nombreux sont les défis auxquels il fait face. Révolution industrielle et technologique, produits made in China qui inondent le marché tunisien, difficulté de promouvoir et d'exporter nos produits artisanaux à l'étranger. Aujourd'hui, plus que jamais, l'artisanat tunisien est en danger. Et avec lui, près de 350 000 artisans à travers la Tunisie. Des artisans qui, malgré des revenus en baisse et l'incertitude de l'avenir de leur secteur, continuent de perpétuer fièrement et dignement une partie de l'histoire de leur pays. Et nous voilà arrivés à la fin de notre rendez-vous d'un monde à l'autre consacré à l'artisanat tunisien cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les différentes escales de notre voyage. Ce numéro a été réalisé par Lotfi Gadesh. Nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Excellente suite de programmes sur RTCI. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili et Aïssa Khrichi. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.